Miles Davis. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Merci de votre confiance renouvelée pour cette émission que je co-anime avec Eddy Marajo. Bonsoir Eddy. Bonsoir Mike. Ça va bien? Ça va. Alors l'invité de ce soir est une figure familière des locaux dans lesquels nous nous trouvons, ceux de Zouk Télévision. C'est même probablement l'un des piliers de cette chaîne de télévision. Alors c'est un visage connu et qui multiplie les fonctions, membre du Parti communiste martiniquais depuis de nombreuses années, plume non moins historique de l'hebdomadaire Justice, depuis 2016 président de la commission finances, commission ô combien essentielle de la collectivité territoriale de Martinique, et plus récemment, et ce sera l'objet de plusieurs séquences de cette émission, candidat sur la liste du Parti communiste français, liste qui s'appelle de mémoire l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent, plus précisément en 17e position sur cette liste conduite par Yann Brossa. Michel Brancy, vous aurez deviné de qui je parle, bien sûr. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonsoir Mike Irask, bonsoir Eddy Marajo. Et effectivement, je suis très, très heureux de participer à l'aventure de Zouk TV, qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Et effectivement, ce soir, je suis très content de pouvoir m'entretenir de ce sujet important, les élections européennes, d'autant que je suis parfaitement conscient que nos compatriotes, la plupart du temps, n'en mesurent pas la portée. Toujours pas la portée, mais on va en parler très, très prochainement. Alors, entre les plénières de la collectivité, il y en a une là, il y a 2 jours, entre la campagne qui s'achève, puisqu'on est à J-8 de cette élection, qui, je le rappelle, aura lieu le samedi 25 mai en Martinique, décalage horaire oblige. Voilà, comment vous trouvez le temps de mener toutes ces activités de front? C'est parfois difficile, je reconnais que c'est parfois difficile. Bon, néanmoins, heureusement que je suis quand même retraité. Bon, oui, ça peut aider, ouais. Ça peut aider. À trouver le temps. Mais ça nécessite aussi un planning rigoureux. Donc, effectivement, et puis il faut savoir aussi quelquefois, même si ça n'est pas toujours compris, savoir dire non à certaines sollicitations. Absolument. Ouais. Alors Michel Manchi, on va rentrer dans le vif du sujet de cette émission, notamment consacrée à cette échéance européenne. Alors pour beaucoup de Martiniquais, j'ai l'impression que c'est un peu ancré dans notre imaginaire collectif. Quand on dit Union européenne, Europe, on voit presque spontanément pour beaucoup de nos compatriotes fonds européens. Est-ce que vous diriez, à l'instar d'un de vos adversaires à cette échéance imminente, que, je cite de mémoire, que sans les fonds européens, il en va de la survie de la Martinique quand on parle de la nécessité de la question des fonds européens. Est-ce que vous iriez jusque-là? Non, certainement pas. Je n'irai pas jusque-là, sans dire pour autant, parce que c'est quand même la réalité, c'est que pour des raisons... La première raison, c'est en raison du désengagement financier de l'État. Bon, beaucoup de collectivités, les communes par exemple, beaucoup d'associations ne pourraient pas boucler leur plan de financement. Donc, l'illusion, c'est qu'effectivement, les fonds européens, sans les fonds européens, on ne peut pas faire beaucoup, notamment en matière d'investissement. Bon. Maintenant, ceci dit, il faut relativiser l'importance des fonds européens. Les fonds européens, c'est à peu près 115 millions d'euros par an. Si on prend ce qu'on appelle le programme opérationnel 2014-2020, bon, c'est-à-dire sur 7 ans. 7 ans, c'est à peu près 800 millions d'euros. On divise par 7, bon, voilà. Et je compare, chaque année, l'octroi de mer, pour 2017, l'octroi de mer, c'est 272 millions. 200 millions d'octroi de mer normal et 72 millions d'octroi de mer régional qui rentrent dans la caisse de la CTM et pour laquelle elle a la main pour l'utiliser pour l'investissement. D'accord. Bon. Donc, on pourrait faire d'autres comparaisons. Oui, mais quelle est la conclusion de cette équation alors, cette équation, c'est que les fonds européens
sont nécessaires pour boucler les plans de financement. Ok. Bon, tout simplement, parce que la France a un peu s'est retirée. Bon, je donne un exemple. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Lurel, le rapport sur l'égalité réelle. Ouais. Les dépenses par habitant outre-mer sont un tiers moins élevées que dans la France. J'allais dire la France hexagonale, mais je dis la France tout court. Voilà. Donc, alors, ceci dit, ces fonds jouant ce rôle important pour l'investissement, pour les infrastructures, pour les dossiers je prends l'exemple, la dernière plénière. Bon, on a eu, par exemple, la modernisation des exploitations de bananes, l'extension de certaines sols cannières. Okay. On a eu un dossier intéressant d'ailleurs concernant des recherches sur les possibles applications de la banane en matière de cosmétologie. Bon, par conséquent, ce sont... Donc il y a une dimension extrêmement pragmatique, en fait, dans l'utilisation et dans la réalité de ces fonds-là, quoi. Bon, alors, il y a quand même... je dois moduler ce que je dis. Hein. Bon, l'Europe flèche ces investissements, ça s'appelle des mesures, dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les priorités des pays d'outre-mer. Oui. Bon, grosso modo, c'est le programme de Lisbonne, c'est l'innovation et la recherche, alors que nous sommes une économie où il y a encore besoin d'investissements, je dirais, de premier niveau, des infrastructures. Mais ça, est-ce que l'Europe en a conscience? Est-ce qu'elle partage ce constat-là, quoi? Mais bien sûr, sûr. Et j'ai jeté un coup d'œil sur, je vais le montrer à l'écran, les présidents de RUP se réunissent. Ils ont fait un mémorandum en 2017. Vous avez à peu près, plus de 250 pages où ils font des critiques sur la manière dont l'Europe interprète le fameux article 348 sur les spécificités. Donc, alors, ce ne sont pas des révolutionnaires. Les présidents de RUP, notamment les RUP espagnols. RUP pour région ultra-périphérique. Voilà, pardon. oui. Toi, je suis tombé dans le jargonnage des eurocrates. On vous pardonne aisément. Alors, mais ce sont généralement des gens, ce sont des institutionnels, ils sont des intérêts après. Donc ils disent ça dans un langage châtié. Bon, mais il faut décrypter. Bon, ils disent par exemple, en matière de politique agricole, le PAC, l'application de la PAC, les POCI, et bien ils disent que c'est des politiques qui sont cadrées sur le modèle de l'agriculture européenne, qui est une agriculture de pays développés. Bon, donc les fonds européens, et ça fait partie des propositions que nous avançons, il faut d'abord au niveau de la définition des orientations, qu'il y ait une plus grande prise en compte des besoins, et puis, deuxièmement, et là j'aborde la question principale, parce que c'est une polémique martinico-martiniquaise, dégagement d'office par dégagement d'office, c'est la complication. En termes de procédure. Mais on va y revenir, Michel Branchi. Une question d'Eddie Marajo. Moi, je m'interroge sur le décalage qui existe entre le Michel Branchi qui s'est battu bec et ongle contre le traité de Maastricht et le Michel Branchi d'aujourd'hui qui semble parfaitement à l'aise, qui vient d'ailleurs de reconnaître qu'il était tombé dans le jargonnage des eurocrates, parfaitement à l'aise avec toute la technostructure européenne, va être prêt à siéger à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Il s'est passé, c'est que je n'ai pas oublié ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à la jeunesse communiste, et puis aussi j'ai les écrits de Césaire. Il faut quelquefois se saisir des armes de l'adversaire pour le combattre. Donc je veux bien le préciser, mais beaucoup de Martiniquais le savent, qu'on a aussi un éminent pratiquant et enseignant d'arts martiaux aussi. Tout à fait. De karaté, tout exactement. À fait. Alors, dans les arts martiaux, judo, karaté et aikido, souvent on se sert de la force de l'adversaire. Bon, si vous combattez contre qui est plus fort que vous ne voulez pas l'affronter de face. Donc en fait, vous voulez pénétrer le système pour mieux le combattre, en fait. Tout à fait. Alors, pour mieux le combattre ou pour mieux l'amender? Parce que j'ai bien l'impression que vous avez quand même renoncé à quitter l'Union européenne. Alors, nous sommes sur une liste
celle du Parti communiste français qui lui-même a évolué. Ah, Bon, le Parti communiste français, d'une manière générale, je dois dire que même nos amis de la France insoumise, je crois que c'est peut-être les effets du Brexit, ils ont compris qu'il valait mieux combattre l'orientation qu'ils condamnent, l'orientation, disons, ultralibérale, ultra-capitaliste, l'austérité, etc. Qu'il valait mieux combattre ces orientations et éventuellement modifier les traités européens, leur donner une autre finalité que de sortir. Parce que, pourquoi? C'est que l'Europe est une réalité. Bon, il y a beaucoup de gens qui râlent contre l'euro, mais quand on fait... Bon, Eddie Marajo fait des sondages, quand on interroge les Français et les Européens, faut-il supprimer l'euro? Non. Parce qu'on s'aperçoit que ce serait d'abord, ça introduirait une concurrence sauvage entre les pays de dévaluation compétitive et qui aboutirait à l'abaissement du pouvoir d'achat. Donc, en fait, ça aboutirait déjà mécaniquement à l'augmentation des prix des importations. Tout à fait. Bon, alors pour répondre plus précisément à la question, c'est que, de fait, l'Europe a progressé dans ses institutions, le Parlement européen a pris de beaucoup plus de pouvoir qu'au début, donc les critiques que nous faisions en disant, à l'heure actuelle, le Parlement européen a un pouvoir de contrôle, il a un pouvoir budgétaire, il a un pouvoir politique. Bon, et par ailleurs, beaucoup de décisions en matière de financement ne peut pas être prise sans l'aval du Parlement européen. Donc, nous revenons et moi, je me situe pas de la même manière que mes camarades du Parti communiste français. Je ne suis pas européen. Ça, c'est un débat entre Européens. Moi, je me situe, en tant que nation caribéenne, pays caribéen, par rapport à l'Europe. Nous sommes pour le moment dans cette Europe et nous avons des intérêts propres, des intérêts martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, mahorais, saint-martinois à défendre dans et face. Et ce discours-là a été véritablement, j'insiste sur le véritablement, entendu et compris notamment par votre tête de liste du PCF, Yann Brossa? Oui, tout à fait. Alors, je peux dire même que j'ai été invité à une réunion des candidats au mois de février en France. Bon. Et j'ai fait un exposé sur et un peu cette ligne. Hein. Bon. Et j'ai dû d'ailleurs expliquer aux camarades ce que c'était que des sigles aussi barbares que le mot RUP, article 349. Ah ouais, il découvrait l'existence même de ces réalités-là. Certains. Bon, j'ai quand même été soutenu par un ancien parlementaire communiste d'Europe qui a été président du groupe de la gauche radicale, qui s'appelle Francis Wurtz, qui est un Alsacien, comme son nom l'indique. Et Francis Wurtz a été un de ceux il y a dans les années 1992, Maastricht, etc., qui a le mieux compris le déséquilibre, l'absurdité qu'il y avait d'intégrer des pays en voie de développement dans un ensemble développé. Bon. Et on discutait ensemble, et je lui disais à titre de comparaison, c'est comme si on faisait Sammy Davis Jr. combattre contre Cassius Clay. Une petite différence de poids, de taille, sans doute de talent pugilistique aussi. Autrement dit, les écarts de niveau de développement font que nécessairement il y a un effet de domination, sans compter de la volonté politique. Il y a un effet de domination. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que quand l'Europe nous vend pour 10 €, elle ne nous achète que 1 €. Et les 1 €, dans les 1 €, il y a une bonne partie de la banane, c'est elle qui fixe le prix. Autrement dit, nous sommes dans le schéma classique. J'ai appris ça à l'université, c'est le Furtado. Bon. C'est le Furtado, le grand économiste Ousiniès, ou bien un économiste qui vient de mourir, dont le nom m'échappe, d'origine égyptienne, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait L'échange inégal. Les pays développés exploitent les pays en leur vendant des produits ayant beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de technologie, beaucoup d'intelligence artificielle, et eux, ils achètent des produits primaires, dans lesquels il y a peu de valeur ajoutée. Bon, c'est ça notre situation. Notre situation, alors,
nous pouvons très bien rouler des BMW, des ceci, des cela, des 4x4, etc. Bon, ils sont fabriqués par l'industrie allemande qui ne nous achète pratiquement pas de bananes. Voilà la réalité. Des bananes, mais pas des bananes Mais oui, bon, Alors, ils achètent des bananes venant de la banane dollar. Voilà, Costa, Voilà. etc. alors, Michel Branchi, là, on a bien compris l'écart sémantique, voire idéologique, la progression, l'ouverture, mais est-ce que il y a une cohérence entre cette volonté toujours affirmée chez vous, voire réaffirmée de manière forte, d'aller vers le 74 et de participer à des élections européennes? Parce que là on est un peu dans la contradiction. Pour expliquer à nos téléspectateurs, si les Martiniquais avaient osé aller au 74, ils étaient sortis d'office. Non. Attendez, laissez-moi finir ma phrase. Ils s'étaient sortis d'office du programme classique d'aide des fonds européens. La Polynésie ne bénéficie pas de manière automatique de l'ensemble des 4 fonds dont nous disposons. Et en tout cas, tout ce qui touche à la réglementation, notamment sur les importations, ne concerne plus les gens qui sont dans le 74. Ils sont libres de leur fiscalité à l'importation, par exemple. Donc, quand vous militez pour la sortie du 73 et la découverte et la pleine exploitation du 74, vous n'allez pas dans le sens d'une intégration européenne. Tout on à est bien fait. d'accord. Tout à fait. Alors comment on peut jouer sur les deux tableaux? Alors, je vais essayer de m'expliquer. Bon, Pour nos électeurs, je pense que c'est important. alors, je vais simplement dire, d'abord de manière très simple, c'est que pour le moment, nous sommes dans le 73, nous essayons d'utiliser les fonds européens, les dispositions du traité européen dans l'intérêt des Martiniquais. Ça, c'est du pragmatisme absolu. C'est du pragmatisme. Mais c'est rarement dans la doctrine communiste, ça, le pragmatisme. Oui, on est plus dans la valeur, Non. Ne pas céder à la tentation plutôt que dans le pragmatisme. Non, c'est la caricature des communistes. Je vais donner un exemple. J'oserais le terme real politique. C'est ça? Moi, je vais citer Chen Xiaoping. Ok. Qui disait quoi? Oui. Chen Xiaoping disait: peu importe qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Oui, voilà. Bon, et c'est lui. Rappelons que c'était un premier ministre chinois. Tout à fait. C'est lui qui a fait prendre le virage après la période idéologique de Mao Tse-tung. Il a compris que la Chine avait besoin de se moderniser, d'acquérir des technologies occidentales, et que comme il n'avait pas la technologie, il fallait la prendre en Occident. Bon, et par conséquent, et je pense que c'est ce que sont en train de faire les communistes cubains avec le nouveau président. Ça a été amorcé par Raúl Castro. Bon, par conséquent, non, les communistes, quand ils doivent défendre les intérêts du peuple, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt du peuple. Ça n'empêche pas qu'on n'abandonne pas l'objectif. Or, l'objectif, il est clair. C'est que la Martinique, pour se développer, ce n'est pas le fétichisme de 74. C'est une phrase qui va être retenue, celle-là. J'ai pas le fétichisme, ouais. J'ai pas le fétichisme. Ce qui compte, c'est le contenu. Le 74, c'est quoi? C'est la capacité, beaucoup plus facilement, d'adapter les lois, notamment la fiscalité, ce qui est un élément essentiel en matière de développement, aux réalités de la Martinique. Est-ce que c'est l'exercice du pouvoir depuis 2015 qui vous a ramené à plus de À pragmatisme? ce pragmatisme L'exercice absolu. du pouvoir m'a renforcé. L'exercice du pouvoir, enfin l'exercice. Oui. Le fait de participer à une équipe qui essaie d'exercer le pouvoir parce que nous n'avons pas le pouvoir. La CTM, c'est pas le pouvoir. Bon, c'est une petite partie du pouvoir. Bon. C'est l'occasion de dire que la CTM, c'est pas l'autonomie. Mais c'est déjà ça. Être aux commandes, même d'une toute petite partie du volant, c'est déjà mieux que d'être cloîtré dans l'opposition pendant des décennies. Tout à fait. Mais j'avais déjà cette conviction, parce que j'ai quand même été, pendant des années,
dans une administration à caractère économique qui s'appelait la direction de la concurrence et de la consommation, et j'avais contact avec les réalités économiques, avec les chefs d'entreprise, etc. Bon, et par conséquent, bon, j'avais la formation théorique que j'ai acquise à l'université d'économiste, mais j'étais confronté directement, et puis la pratique de militantisme. Le Parti communiste, c'est quand même, c'est tous les jours avec les travailleurs, dans les conditions. Le premier combat que nous avons mené, quand je menais avec Pierre Zobzat-Hitman, ça a été pour le sucre, la Montagne-Villemont, pour le Larentie. Donc, ça vous apprend à être modeste et d'être à l'école des faits. Ouais. Des faits. Ça ne doit pas plaire à tous vos militants qui sont encore dans l'idéologie la plus totale. Hein. Non, je pense que... Est-ce qu'il en reste encore? Il en reste, oui, il en reste. Vous allez voir, vous avez vu dans Justice le comité de soutien, et notamment le premier d'entre eux, Armand Nicolas, qui est le président du comité de soutien. Hein, et le dernier d'entre eux, c'est Claude Lise. Bon. Ah bon, très bien. C'est un scoop c'est un scoop. Presque. Okay. Oui, Claude Lise m'a remis il y a 2-3 jours son adhésion au comité de soutien à ma candidature. D'accord. Okay. Il m'a bien dit d'ailleurs qu'il avait hésité entre la France insoumise et moi-même. Et vous, Michel Branchy, justement, vous avez hésité à un moment donné entre la liste de la France insoumise. Je rappelle que vous souteniez Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Je n'ai pas hésité. 2017. Non, à aucun moment. Ok, expliquez-nous cette spontanéité. Cette spontanéité dans la réponse qui m'interpelle. Je pense qu'entre 2017 et 2019, il y a eu peut-être des prises de conscience. Pour faire écho à la question préférée d'Elie Marajo, qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et aujourd'hui? Je n'ai pas aimé la manière dont Mélenchon a traité les communistes après le fait d'avoir frôlé les 20% aux élections présidentielles. Il les a rendus responsables. Or, les communistes français, et nous aussi en Martinique, ont mouillé la chemise. Hein? Le Parti communiste, il s'est servi du Parti communiste. Vous n'avez pas fini votre phrase. Il les a rendus responsables de sa défaite. De sa défaite, ouais. En leur reprochant de ne pas s'être impliqués. Oh, c'est faux. Okay. Ils se sont impliqués financièrement, physiquement, politiquement, idéologiquement. Et le programme qu'il a défendu était à 95% le programme du Parti communiste, l'humain d'abord. D'accord. Aussi au niveau des idées. Okay. Voilà, vous êtes devenu, parce que je vous suis hebdomadairement, vous êtes devenu à la fois hostile à cette espèce d'agressivité, enfin en raison de l'agressivité de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du Parti communiste, mais j'ai bien l'impression que vous êtes devenu hostile à la ligne idéologique de Mélenchon, qui de temps en temps se rapproche de manière dangereuse d'une ligne, j'allais dire, extrémiste, voire frontiste. Alors, vous voyez des points de convergence, justement, et c'est ce qu'on lui reproche singulièrement il y a des points de convergence. Ces derniers jours, avec le Rassemblement national. Bon, je ne suis pas sûr qu'il se rapproche du Front National, parce que quand il dit que, je prends un exemple, quand il dit qu'il faut respecter que l'Europe, puisque de ça il s'agit, il faut respecter la souveraineté des nations. Bon, alors ça peut paraître être le langage du Front National, mais le contenu de cette souveraineté, c'est un contenu social, et non pas un contenu de haine raciste à l'égard des migrants, à l'égard des autres, à l'égard de l'humanité. Cette carte-là n'est pas exploitée, c'est vrai. Et c'est Jean Jaurès. Il joue sur l'ambiguïté, parce qu'il aurait pu dire social. Moi, je suis pour une Europe sociale, mais quand il emploie le mot nation, je suis désolé, le national-socialisme, on sait ce que ça a donné. Oui, mais c'est dangereux, mais il n'empêche, je ne pense pas quand même, très franchement, même si j'ai des critiques à faire, Mélenchon sur son comportement et sur certains aspects de sa manière de faire de la politique, je ne pense pas qu'il y ait la moindre porosité entre la manière dont il pose les problèmes, notamment au niveau européen, au niveau français, et le Front National. Le Front National se sert de la nation comme d'un moyen de dresser des barrières entre les peuples. Il est quand même assez étonnant que plusieurs élus de la France insoumise appellent directement à soutenir Marine Le Pen. Dont un, il y a 2 jours à peine, très très récemment. Et c'est pas le premier. Est-ce que la politique... Alors,
c'est le contraire. Est-ce que là, le contenu du discours de Mélenchon n'a pas tendance à lui ramener des gens proches du Front National et qui, au moment des décisions, retournent dans leur camp d'origine? C'est possible. C'est possible que... Bon, et puis, moi, Mais comment vous faites pour être copain avec des gens comme ça? Bon, attendez. Alors, je vais répondre d'abord à la première question. C'est possible que ce soit ça. Parce que nous sommes dans une période de grand trouble idéologique de la gauche française d'une manière générale. Ouais. Bon, crise de la gauche, crise du Parti socialiste, etc. Et que, par ailleurs, il ne faut pas oublier que Mélenchon était socialiste. Bon. Et qu'il a des comptes à régler avec le Parti socialiste. Oui, ça on a compris. Bon. Mais comme le Parti socialiste n'existe plus, c'est bon. Il existe quand même. Bon. C'est vite dit, ça. C'est vite dit. Il y a l'organisation, ça existe d'ailleurs dans l'histoire politique d'un pays. Vous pouvez avoir que l'expression parti d'un courant politique de pensée s'affaiblisse, mais il y a un courant social-démocrate, disons socialiste, en France, qui existe. Quoi. Bon, de la même manière qu'en Martinique, il y a des gens qui sont de sensibilité socialiste. Même si l'organisation elle-même n'apparaît pas, est affaiblie. Bon, et d'ailleurs, on s'est rendu compte aux élections présidentielles que Mélenchon a fait un peu ce qu'on représentait un peu l'espace du Parti communiste, près de 30 000 voix. Donc, 27 000 voix exactement. Parce qu'il y a un vieux fond. Il y a un vieux fond d'adhésion aux idées qu'on représentait le Parti communiste dans ce pays-là. Vous comprenez? Donc, parce que le Parti communiste a labouré en Martinique beaucoup d'esprit, et puis les gens quand même savent bien que la sécurité sociale, la retraite des vieux travailleurs, les retraites, il y a des constats imparables, bien sûr. Michel Branchi, vous croyez aux sondages et aux enquêtes d'opinion? Faites comme s'il n'était pas là. Hein. Répondez-moi très librement. Vous me voyez peut-être venir par rapport à l'échéance de J+8. Alors, je vais répondre au premier degré. Je sais ce qui vient après. D'accord. Je crois, d'abord, intrinsèquement, un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un moment donné. C'est la définition. Consacrée. Bon. Et puis, si on prend les derniers sondages, on nous dit 40% des gens savent ce qu'ils vont voter. Et dans ces 40%, il y en a 24% pour Marine Le Pen, 23 ou 22%, et puis les autres... La République en marche. Bon, très bien. Et puis quand on va plus loin dans le sondage, on dit, mais dans ces 40%, il y en a quand même 40% qui sont susceptibles de changer. Et puis il y en a dans les autres 40%, 60% qui disent qu'ils n'allaient pas voter, il y en a qui vont peut-être au cours de la campagne voter. Autrement dit, et on bâtit sur ça une campagne de duettistes où il n'y aurait que deux candidats. C'est-à-dire le candidat du pouvoir, Madame Loiseau, Loiseau ne s'envole pas. Vous n'avez pas résisté à la tentation. Me vois ça. Tomber du nid, perdre son envol, enfin bon, c'est un peu facile. C'est facile, mais quelquefois ça marche. Quelquefois quand c'est gros, ça marche. Bon, et puis Marine Le Pen. Bon. Et puis et puis au fur et à mesure, ça s'est produit dans beaucoup d'élections. La télévision d'État étant obligée de donner la parole aux autres, il y a un choc, et puis vous voyez un type, le candidat des chasseurs, qui fait 7% aux élections. Oui, contre toute attente. Contre toute attente. Bon, donc, moi, je m'aperçois que mon candidat est en train de progresser. Bon, parce qu'on lui a quand même donné d'abord une première chance, parce qu'il a protesté à France 2, et que toute la presse a dit, mais il est percutant. Oui, on parle de... Yann Brossard. Justement, en toute objectivité, là, je sollicite l'absence totale de langue de bois qui vous caractérise. Vous lui prédisez, puisque je crois qu'il est relativement jeune, Yann Brossard, vous lui prédisez un avenir politique?
Parce que c'est vrai que beaucoup de médias hexagonaux soulignent son côté percutant, notamment son sens de la formule, etc. Tout à fait. Sa connaissance de certains dossiers. Effectivement, moi je lui reconnais d'abord deux choses. D'abord, bonne connaissance des dossiers européens qui sont complexes et la manière de restituer de manière simple, de manière pédagogique. Bon. Et en plus, il a de la répartie, effectivement, comme vous dites, il a le sens de la formule. Alors, je ne vais pas le lire dans le Mort de Café, mais bon, il est quand même maire adjoint de Paris, quand même, chargé du logement. Il a déjà une expérience. Et puis, être chargé du logement dans une grande ville. C'est pas un petit portefeuille. C'est pas un petit problème. Donc, c'est sûr. Donc, et puis bon, je ne le connais pas bien, mais enfin, je l'ai vu à 3 reprises. Bon, je lui trouve une grande capacité d'écoute. C'est-à-dire que avec le député Francis Wurtz, quand on a discuté des problèmes des RUP, il a parfaitement compris que, ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, bon, l'intégration, ce n'est pas la solution pour nos pays. Et que, pour le moment, il faut tirer le maximum de ce qu'on peut tirer de cette Europe, mais que la véritable solution, c'est un statut sur mesure. Exactement. Autrement dit, le pendant du 74. Le pendant du 74, c'est un statut qui serait situé, je leur ai expliqué, que je ne suis pas seul à défendre cette idée, il y a des professeurs de droit, un statut qui serait situé entre le statut de PTOM, Pays et Territoire d'Outre-mer, le statut dont parlait tout à l'heure Eddy, c'est-à-dire le statut de la Polynésie, bon, avec la liberté commerciale, et puis un statut de RUP avec un accès quand même plus important aux sources d'aide de financement. C'est ça la véritable solution. Bon. Et la possibilité de déroger au dogme européen de la libre concurrence, de la concurrence libre non faussée, de la libre circulation des marchandises, qui condamne le développement. La libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes condamne tout développement dans les dômes. Michel Branchi, avant qu'on passe à un autre sujet de cette émission, objectivement à nouveau, vous misez, bon l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais vous misez sur combien de députés européens? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré, quoi? Non, je pense que l'objectif c'est le maximum. Et lucide. Je suis lucide. Ouais. Alors, ça c'est pas j'ai entendu Yann Bossa dire nous pouvons dépasser, nous sommes en mesure de dépasser les 5%, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à la répartition. Et à partir de ce moment-là, c'est la répartition, c'est une proportionnelle intégrale. Hein. Bon. Alors c'est l'occasion de dire d'ailleurs, puisque faut quand même, on a sauté à pieds joints sur cet aspect des choses, mais enfin, c'est quand même pas normal, c'est ça, on le doit à M. Macron, qu'on ait supprimé la circonscription outre-mer. Oui. Vous savez qu'il ne reste plus que 4 pays sur les 28 où il y a plusieurs circonscriptions. Oui, mais ça c'est... Et quasiment tous les pays ont adopté la circonscription unique. Oui, mais il n'empêche que c'est une question de principe. Nous sommes des peuples. La République française doit reconnaître que nous sommes des peuples et que nous devons avoir le droit de voter pour des gens qui nous représentent. C'est quand... Et cela, ce n'est pas... On parle beaucoup de démocratie. Ah, ça, oui. Bon, c'est pas démocratique. Bon, et cela, il se trouve que le Parti communiste français, je profite de l'occasion, c'est pas nous qui l'avons sollicité, c'est le Parti communiste français qui a estimé que les Outre-mer devaient être représentés. Donc ils ont mis Julie Pontalba, réunionnaise du Parti communiste réunionnais, en 6e position, et moi-même en 17e position. Donc, et c'est eux qui ont sollicité. Okay. Et dans d'autres cas, je ne vais pas les citer, ce sont des partis qui ont des succursales ici, qui ont dit, mais moi, je veux figurer sur la liste. Ouais. Bon. Il y en a qui ont des succursales qui n'ont pas pu figurer. Ils ont fait du lobbying, quoi. Ouais. Bon. Alors, Michel Branchi, je l'ai indiqué en introduction de cette émission, vous occupez, un poste ô combien important au sein de la CTM, qui est celui de président de la commission des finances. Et sur ce sujet, et sur bien d'autres relatifs à la CTM, je sens qu'Eddy Marajo brûle de vous poser une première question. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise, Michel Branchi, à la CTM? Je suis à l'aise dans la mesure où je me suis assigné
quand j'ai su que j'étais élu, parce que en réalité, il faut savoir que je n'étais pas immédiatement élu. Hein, lorsque il a fallu que... C'est par le jeu voilà, des démissions, des conseils exécutifs, etc. etc. Bon, quand j'ai su que je participais à cette assemblée, bon... Vous y êtes allé un tout petit peu à reculons quand même. Faisons un petit peu d'historique. Vous n'étiez pas favorable à cette alliance. Tout à fait. Ah, Tout à fait. pourquoi? Dans les grandes lignes, bien sûr. Non, parce que... Contre nature? Non, je ne dirais pas contre nature, parce que l'expérience prouve maintenant que dans la phase historique de la Martinique, c'est une phase... Notre pays joue sa survie. Okay? On va y revenir, ça. Notre pays joue sa survie. On est sur les formules ce soir. Crise économique, crise sociale, c'est-à-dire que nous avons 35%, si on prend les critères français, en dessous de seuil de pauvreté, si on prend 920 €, nous avons 35% de pauvreté. Si on prend les critères de l'INSEE, 666 €, on est à 21%. Autrement dit, on est entre 2 et 3 ou 4 Martiniquais vivant dans la pauvreté. Sur 10. Sur 10. Et puis nous avons un certain nombre de chômeurs, 53 000 chômeurs, et là-dedans, il y a beaucoup de précaires. Ouais. Bon, alors 18% de chômeurs, mais bon, hein, si tu vas plus loin, c'est selon le même chiffre de l'INSEE, c'est 26%. Bon, donc nous avons une crise sociale. Bon. Crise morale. Bon, ce Crise pays, morale, c'est-à-dire? oui, crise morale, parce que ce pays est en train de chercher son identité. On voit bien la crise du drapeau, etc. Bon, J'allais dire crise identitaire, mais crise identitaire. Vous dites crise morale. Les deux. Parce que la violence, la drogue, etc. La prostitution. La prostitution, la perte de repères. Donc, c'est un... Donc, C'est une cocotte minute que vous décrivez. Quoi, voilà. en fait. Donc, dans une situation de ce type, dans tous les grands pays, eh bien, on fait... L'Union nationale. Je ne dirais pas l'Union nationale, mais en tout cas, on essaie de résoudre les problèmes fondamentaux. OK? Bon. Ouais. Et sur cette question, ça s'appelle tout simplement du patriotisme. De ce point de vue-là, je pense qu'un certain nombre de personnes sont capables de faire preuve de patriotisme. Et là, pendant 6 ans, nous avons la tâche, 1, d'affûter un instrument. Ça s'appelle collectivité territoriale de Martinique. Faire la fusion. Pas facile. Pas facile. Bon. Créer un instrument, créer des procédures, créer des mécanismes, créer l'habitude de penser martiniquais. On est sorti on avait un conseil général, c'est bien un conseil général. Mais on pensait commune. Parce qu'en plus, chaque conseil général était un maire. Voire canton. Bon. Voire canton. Voire canton. Donc, penser Martinique globale. Ouais. Comme dirait Glissant, penser globalement, agir localement. OK? Bon. C'est ça que nous sommes en train de faire, cet apprentissage-là, et la colonisation, on peut appeler ça les séquelles du colonialisme, l'aliénation coloniale ne nous a pas préparés à ça. Et tous les jours, nous rencontrons des difficultés. Vous avez fait un raccourci assez Ouais, subtil, quand parce vous dites que ça... vous n'avez pas répondu à ma question. Je disais, vous y avez été à reculons et vous avez dit tout à fait. Et Mike vous a posé la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai constaté que sur un certain nombre de sujets, même s'il y a des différences d'appréciation, sur l'essentiel, c'est-à-dire, 1, reconstituer la capacité financière de cette collectivité. Parce que le président Marie-Jeanne ne veut pas que nous soyons dans la situation de la Grèce, que nous soyons dans la situation de la mendicité vis-à-vis d'un pouvoir qui puisse nous mettre sous son talon de fer, comme certaines municipalités. OK? On y vient. C'est une question de dignité. Bon. Et puis deuxièmement, nous avons mis en place un plan de développement. Bon. Le STDEII. Bon. Qui est une amorce de changement de modèle de développement. Et puis, nous avons en même temps pris la mesure
que nous prenions la suite du Conseil général qui avait une grande vocation sociale. Et nous faisons face à l'urgence sociale. Et le travail d'un conseiller territorial comme Francis Carole, qui prend en charge ce que nous disions tout à l'heure, cette Martinique qui souffre. Eh bien, c'est ça. Eh bien, moi, je crois que malgré mes préventions, eh bien, oui, alors je ne dirais pas que c'est tous les jours facile, mais je pense que nous faisons œuvre utile au-delà des polémiques inutiles. Est-ce que c'était la présence de Yann Monplaisir dans ce fameux attelage la raison de vos préventions, comme vous dites? Non, c'était le fait simplement, moi personnellement, c'était la droite, tout simplement. Pas la figure tutélaire de Yann Monplaisir. Pas nécessairement tel ou tel représentant de ce courant de pensée. Ouais. Hein, mais bon, c'était la droite. Bon, moi je m'aperçois que, je vais vous donner un exemple, un des premiers accrochages que nous avons avec l'opposition PPM et PNM, c'est lorsque nous avons été obligés pour boucler le budget 2017, hein, on a été obligé de relever la taxe sur les carburants. Ouais. Bon, voilà. Relever. En fait, on a réaligné la classe sur les carburants sur le niveau qu'avait déjà atteint la Guadeloupe, etc. Quand même. Ouais, vous avez rattrapé le retard. Et on n'avait pas changé depuis 1997, quand même. Bon, on fait ça en 2017. Bon, bref. Mais bien sûr, c'était du pain béni pour tous les démagogues qu'il y a dans ce pays. Bon, les gars, et ils se sont dit, bon Dieu, si on pouvait leur coller une grève comme en 2009, à partir des carburants. Bon, ils ont essayé, ils n'ont pas arrivé. Voilà. Le peuple martiniquais a fait preuve de sagesse. Mais la réaction du conseiller exécutif en charge des finances, quand il a vu que les tweets qui partaient pour provoquer une grève des transporteurs, il a dit, ces gens-là n'ont pas de sens de patriotisme. Parce qu'effectivement, utiliser la fiscalité pour pouvoir résoudre des problèmes martiniquais à partir de l'argent martiniquais. C'est de l'argent qui reste en Martinique. Ce n'est pas de l'argent qu'on fait venir au lieu de mendier. Michel Branchi, est-ce que, pour parler de cette droite martiniquaise, est-ce que vous trouvez que dans la pratique de la gestion des affaires de la CTM, la composante droite de la majorité, c'est-à-dire BAPI en chance, est-ce que vous trouvez que globalement, depuis début 2016, elle joue collectif dans sa relation avec les autres composantes, MIM, PCM, etc. Parce que c'est vrai qu'on se souvient de certaines petites critiques formulées notamment en plénière par Yann Monplaisir. On reparle de lui. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Bon, sur certains choix, notamment du président de l'exécutif, Alfred Marie-Jeanne, en termes de volontarisme, on va dire, budgétaire, par rapport à l'emprunt, etc. Est-ce que votre regard sur ça, singulièrement en tant que président de la Commission des Finances? Alors, moi, je ne vais pas utiliser de langue de bois. S'il vous plaît. Lorsque en 2017, nous avons pris la mesure des difficultés financières et qu'on a dit qu'il fallait mettre un peu le frein la pédale douce sur les dépenses de fonctionnement et qu'on ne pouvait pas, par ailleurs, dépasser un certain niveau d'endettement. Bon, d'ailleurs, qui nous aurait été refusé d'ailleurs par les institutions financières, compte tenu de nos ratios. Bon, on peut raconter ce qu'on veut. Quand l'AFD vous dit, monsieur... L'Agence française de développement. L'Agence de développement. Monsieur, vous avez 15 années de capacité de désendettement, alors qu'il en faut avoir, et en vaut 9, il faut diminuer. Bon, bref. Effectivement, il y a des difficultés à faire passer ça. Bon. Mais je note quand même que l'année suivante, la composante bas payée en chance, d'abord, elle a voté le budget, et elle a reconnu qu'il fallait remettre de l'ordre dans les finances. Ouais. Bon, par conséquent, et ça c'est un problème de fond et qui touche à la démocratie. Je m'explique. Il y a une culture politique qui consiste à croire que plus on va distribuer, saupoudrer des crédits, et plus on va faire des voix.
Oui, ça s'appelle. Ça a un nom, ça. Elle est très répandue. hein. Elle est très répandue. Ça s'appelle Elle est très répandue. ça s'appelle notamment le clientélisme, ça, non? Tout à fait. D'accord. Bon, mais ça conduit dans le mur. On le voit à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre. Quel sens de la transition. On y arrive. On le On arrive voit. dans ce Mais chapitre-là. à un moment donné, je prends l'expression d'Eddie Marajo, de l'eau dépassée farine. Tu comprends? Alors, allons creuser un peu la CTM. Bon, on peut dire qu'il y a eu une volonté, vous venez de le réaffirmer, de remettre les choses à plat, de calmer les ardeurs dépensières de certains, Tout à fait. pour rééquilibrer les choses de manière à vous offrir la possibilité, par exemple, d'avoir recours à un endettement un peu plus important. Oui. Bon, pour faire de l'investissement. Mais il va falloir quand même essayer de garder le pouvoir quand même, non? Bon, alors. Il y a bien un moment où il va falloir dépenser un peu d'argent. Bon. Et alors, non pas pour faire du clientélisme, hein, n'y voyez aucune malice, mais probablement pour tenir les promesses. tout à fait. Parce que là, les promesses n'ont pas été tenues. Non. Parce que. J'en ai une en tête. Hein. J'en ai une en tête Laquelle? qui est emblématique. Laquelle? Qui est de dire, nous allons relancer l'économie avec un plan massif d'investissement à hauteur de 400 millions d'euros. Tout à fait. Tout à fait. On en est loin. Seulement, il se trouve qu'il nous a été démontré qu'avec les ratios que nous avions, même à partir, même en essayant de faire Un emprunt obligataire. un emploi obligataire, que nous n'étions pas en position de le faire. Par conséquent, et ça, nous avons péché par optimisme, je dirais, c'est que nous ne pensions pas. Il y a même des petits malins qui disent que vous avez fait comme le Chimay. Et Chimay, il a dit, moi, je vais créer 5000 emplois. Vous avez dit, on va mettre 400 millions sur la table. Yann pas dit l'autre, là, sortir ma soleil, là. Bon, qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? Donnez-nous le nom du mec qui a fait ça. Mais ceci dit, Ouais. nous sommes en train de faire les lycées Schellcher. Nous avons lancé le concours pour le viaduc de. Le lycée, il faut quand même donner les chiffres, c'est pas... C'est 80 millions d'euros. Bon, oui, non, mais bon... C'est 80 millions d'euros. D'accord, mais- Nous sommes en train de faire le haut débit, quand même, c'est 180 millions d'euros jusqu'en 2022. Bon, Oui, nous mais sommes ça, on va dire que ça reste dans les... C'était à la fois prévu, oui, puisque bon, quand vous avez... C'était peut-être prévu, mais nous le faisons. Oui, non, mais d'accord, mais vous réalisez. Moi, je parle des projets. Des projets que nous ben faisons. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous ont élu en disant le contenu programmatique de cette liste est fantastique, je vote pour elle. Ben, Nous sommes en train d'améliorer le mix énergétique. Nous sommes en train. Mais oui, je réponds. Bon, nous sommes en train de lancer. Mais vous savez que- Je vais donner un exemple. Michel, vous savez pertinemment que le mix énergétique Les gens s'en monsieur, j'allais dire Marie-Sète, monsieur Dupont, excusez-moi du Dupont, mais de reculer cette Marie, ça ne veut strictement rien dire. Oui, mais si on lui explique- lui, il veut voir des choses qu'il peut toucher déjà, Oui. qu'il peut voir. Oui. Alors, les choses qu'il peut toucher. Alors, je ne peux pas parler de cette Marie, mais je vais donner des exemples. Bon, d'abord, nous accompagnons le Grand Port de la Martinique dans des investissements considérables. Nous accompagnons l'aéroport de la Martinique dans sa modernisation et son extension. Bon, et pour parler de choses récentes, j'ai cité le viaduc de Fionlaï, ça c'est nous. Ouais. Bon. Et puis, nous avons terminé quand même le pont du Prêcheur. Bon, nous avons fait face à des aléas aussi inattendus que coûteux, comme la rivière des Pères. À Saint-Pierre. Bon, je ne parle même pas de la RN9. Bon, etc. Pour parler de choses concrètes. Hein. Bon. Maintenant, il n'y a pas que les choses concrètes. Il y a des choses qu'on bâtit et qui n'auront... Alors, c'est ça le problème. Qui ne seront vues que bien plus tard. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. Quoi, par exemple? Par exemple, nous sommes en train de mettre l'accent sur la recherche en matière d'agroalimentaire avec le PAR. Nous sommes en train... Nous avons financé cette plénière-là. Le pôle agroalimentaire de la CACEM. Bon, puis notre part là-dedans.
Et puis, je reviens sur les infrastructures. Nous sommes en train de lancer la mise hors d'eau de Rivière-Salée, où il y a, je ne sais pas combien, 17 rivières qui arrivent et qui expliquent, en plus, avec une plaine qui est en dessous du niveau de la mer, qui refoule les eaux, qui font remonter les eaux dans la rivière, et qu'il faudra faire des canaux, des choses importantes, et ça va donner du boulot, ça. Et là-dessus, nous avons consulté des cabinets internationaux, etc., qui nous donnent des idées pour faire des études, et nous avons lancé ça, par conséquent. Et puis la houle au Corbet, c'est des travaux importants. Et là, on voit bien que la houle bouffe le littoral. Le professeur Safache, on a consulté le professeur Safache d'ailleurs pour ces travaux-là. Donc voilà des exemples qui montrent que nous travaillons à la fois dans l'immédiat. Et puis en même temps, nous sommes en train, je prends ce qui me vient en tête, cette plénière-là. Francis Carole a présenté un dossier concernant des recherches qui vont être faites par certains médecins du CHU qui se sont rendus compte que nous avons une forme de maladie de Parkinson qui est atypique et qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide. Et qu'il faut faire des études là-dessus, ils nous demandaient de les aider. En plus, s'ils trouvent quelque chose, la Martinique sera en avance au niveau de la recherche médicale. Je ne parle même pas de dossiers comme la thyroïde, où nous aidons il y a une revue qui vient de sortir. L'an dernier, ils ont fait un colloque où tous les sommités mondiales en matière de cancer de la thyroïde se réunissent en Martinique. Ils ont adopté, figurez-vous, dans les revues scientifiques, dans les revues, ça s'appelle les principes de la Martinique. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, Michel. Alors effectivement, ce sont des choses. Alors c'est un problème de communication, je comprends. Mais nous travaillons pour l'avenir. Qu'est-ce qui est un problème de communication? Je veux dire par là que l'action, il y a une action des élus qui est une action souterraine dont les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Alors je vais vous rappeler un événement médiatique historique auquel j'ai participé. Daniel Marie-Sainte, interrogé par Jean-Philippe Ludon et moi-même à l'issue des élections de 2010 qu'Alfred Marie-Jeanne avait perdu, disait à la question « mais pourquoi, quelles sont les explications ?» Il disait « mais nous avons probablement eu un problème de communication ». Et Ludon lui disait « mais pourquoi vous n'avez pas communiqué ?» Il disait nous pensions que ce que nous faisions était tellement visible que les gens... Alors, Ludon, très perspicace, lui disait, mais écoutez, à l'époque, j'avais demandé ça à Camille Darcière, quand il avait perdu les élections, dans les années 90, et il m'avait fait exactement la même réponse. Ce que nous faisions, nous pensions qu'ils étaient tellement visibles, par des lycées notamment, que les gens auraient voté pour nous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire... à nouveau la même erreur. Le syndrome PPM-PMN. Alors moi, je ne suis pas aussi pessimiste parce que... D'abord, vous n'avez toujours pas de directeur de la communication. Vous n'êtes toujours pas de directeur de la communication. Mais il me semble que nous avons amélioré quand même notre communication. Au bout d'un moment, ça ressemble à un choix de ne pas en avoir. Non, il y a des responsables de la communication qui font un travail, je pense à Christina Sellor. Mais bien sûr, on ne remet pas du tout en cause le travail des personnes chargées de la communication. Mais c'est vous qui avez identifié la problématique de la com, spontanément, sans qu'on ait à intervenir. Mais, à mon avis, il y a une raison plus fondamentale, c'est que la collectivité territoriale de Martinique, un petit peu... qui a une compétence un peu différente de celle qu'était la région. La collectivité territoriale de Martinique est quand même chargée de construire ce qui va, dans les années futures, constituer la Martinique de demain. Donc par nature, ce ne sont pas nécessaires. Quand vous investissez dans la formation, quand vous investissez dans la recherche, quand vous investissez justement dans la diminution de CO2,
quand vous investissez dans l'amélioration des conditions parasismiques, etc., ça ne se voit pas. Ouais. Vous avez un bâtiment qui est dangereux. Tant qu'il n'y a pas De casse. de séisme, bon, on ne voit pas la différence. Ouais, N'empêche que cela constitue une dépense importante que vous prenez dans votre budget en faisant ça. Quand vous faites, comment dirais-je, de l'action sociale, notamment la petite enfance, les personnes âgées, etc. Oui, en fait, vous travaillez pour les autres. Quoi. Exactement. Mais cela dit, c'est notre devoir de le faire. Alors, Michel Branchi, avant qu'on se dirige probablement vers, comment on dit ça, la ville capitale ou le chef-lieu, j'aimerais revenir sur un mot que vous avez employé tout à l'heure, qui est celui de patriotisme. Est-ce que dans cette notion de patriotisme, vous incluez également les notions de fidélité et de loyauté, singulièrement au sein de cette alliance et singulièrement à l'endroit de celui qui a peut-être les responsabilités les plus lourdes, c'est-à-dire le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne. Je précise ma question. Sur un certain nombre de sujets polémiques depuis 2016, les tensions avec Claude Lise, ce que Claude Lise déplore, enfin moins ces temps-ci, mais a beaucoup déploré ces derniers mois. Un peu peut-être grâce à Michel. les tensions, au chapitre des tensions également, celle avec Jean-Philippe Nilor et la création du nouveau parti PIA. Oui. Plus récemment, et vous l'avez évoqué brièvement, les tensions autour de cet hymne et de ce drapeau. Surtout, vous êtes toujours très... j'allais dire très silencieux. En tout cas, vous n'entrez pas dans le cancan, comme on dit en Martinique. Non, moi je n'entre pas dans le cancan. Alors, ce que moi j'appelle loyauté ou fidélité, peut-être que d'autres, et sans doute que d'autres, appellent ça davantage frilosité ou crainte. Quel mot vous mettez sur cette discrétion quand ces sujets polémiques reviennent régulièrement sur le devant de la scène? C'est peut-être de la sagesse. Ah, c'est peut-être... Il vous aide. Là, il y a une petite convergence. Là, il y a une passe. Je vous laisse finir l'action, il y a une passe. Non, je pensais Bon, au sport. je ne sais pas le mot que j'allais utiliser, mais c'est un peu le sens de ce que j'allais répondre. Pourquoi vous ne... Alors, j'ai déjà répondu dans plusieurs éditoriaux de justice, à plusieurs reprises. En gros, pour répondre à votre question, 1. Le Parti communiste s'est battu depuis 2009. Et je me permettrai que je prenne un peu de recul. Notre attitude actuelle s'explique par précisément l'expérience que notre parti a eue de la désunion. OK. Bon. Et nous savons de quoi on parle. Mais surtout, nous avons tiré les conséquences de 2009. 2009, les gens ont le sentiment qu'on n'a pas progressé. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il n'y a pas eu de prolongement politique à ce mouvement social. Et le prolongement politique que nous avions proposé, c'était l'article 74. OK? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir réaliser un certain nombre d'actions en profondeur pour la Martinique, il fallait disposer de pouvoirs plus étendus. Le parti historique, qui se disait le détenteur de la pensée de Césaire, a fait peur aux Martiniquais en leur disant qu'il a peur de la protection sociale. Il a provoqué 70% de votre compte. Mais vous ne pouvez pas... Ah oui, vous quantifiez ça. Oui, c'est clair. Sur les 80 presque %, 70% sont imputables Tout à fait. à la rhétorique du PPN. Et puis plus la droite. Ah, d'accord. Plus la droite. Ouais. Mais c'est pas un peu confortable comme analyse. Non, c'est pas Une partie de vos alliés actuels... On a fait peur aux Martiniquais. Une partie de vos alliés actuels, c'est peut-être pour ça que vous y avez été à reculons, étaient des défenseurs à partir du 73. Et Miguel Laventure, à plusieurs reprises, a clairement indiqué aux Martiniquais, comme il l'avait fait précédemment, à plusieurs reprises, notamment dans les années 80, que s'il votait pour le 74, c'était la catastrophe totale. Tout à fait. Et pourtant, vous travaillez avec lui. Bon, alors, je poursuis, je réponds. Je poursuis. Alors, je travaille avec lui parce que nous avons décidé, pendant 6 ans... De ne pas en parler. Non, nous au Parti communiste, nous continuons à dire que nous pensons qu'il faut changer de statut. Ouais. De ce point de vue-là, bon, alors,
nous n'allons pas demander un congrès des élus sur le changement de statut, mais nous continuons, nous, à faire le travail de pédagogie, d'éducation des Martiniquais pour leur dire que pour résoudre les problèmes fondamentaux dans le Martinique, il faut un pouvoir martiniquais par les Martiniquais. OK? Les choses sont claires. Bon. Néanmoins, vous êtes probablement les seuls à être aussi clairs. Non. Alors, ça, en tout cas, néanmoins, pour revenir à la question de... C'est toi. Oui, c'est moi. C'est ta question. Alors, pourquoi je dis ça? Nous avons construit le Rassemblement martiniquais pour le changement. Oui, avant la consultation 73-74. Puis, on a constitué le Grand Assemblée. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que si nous voulions sortir la Martinique de ces difficultés, qu'une seule formation ne pouvait pas. Et on a donc fait un rassemblement autour des gens qui avaient à peu près des idées proches, ce qu'on appelait à l'époque le camp patriotique, les autonomistes. Enfin, en gros, les autonomistes et les indépendantistes se sont réunis dans le Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. Bon. Puis ils ont fait alliance avec Babé en Chance. Mais néanmoins, nous savons les difficultés que nous avons eues à créer ça. Alors, et nous savions que nécessairement, chemin faisant, nous rencontrerions des difficultés. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait sur certains sujets, chemin faisant, des difficultés, des différences d'appréciation. Eh bien, la lutte des classes, au lieu de se faire en dehors du Grand Assemblée, elle se fait à l'intérieur. Tout simplement. La lutte des classes. La lutte des classes, la lutte idéologique. La lutte idéologique. Alors, je dirais la lutte... Ouais, j'espère que Yann Monplaisir ne regarde pas cette émission. La lutte idéologique, oui, je le dis très clairement, la lutte idéologique, c'est-à-dire faire prévaloir les intérêts martiniquais, les intérêts généraux, quand la question se pose, elle se discute, et généralement, jusqu'ici, il n'y a aucun exemple de quelque chose de fondamental qui a été trahi. Et par conséquent, moi je ne rentre pas dans des débats secondaires, les questions de préséance, de ceci, cela. Non. Ok. Donc si je vous demande votre position sur les récriminations de Claude Lise, sur le mouvement PIA ou sur le drapeau qui a émergé... Je vais répondre. Vous pensez quoi de tout ça? Je vais répondre que... Vous n'allez pas éluder toutes mes questions. Je n'élude pas la question. Je veux dire, sur la question des récriminations de Claude Lise, sur le fonctionnement de l'Assemblée... Vous les trouvez légitimes? Je dis que nous sommes en train de résoudre progressivement, nous améliorons le fonctionnement de l'Assemblée. Bon, en ce qui me concerne, moi, la Commission des finances, je n'ai pas de problème avec le conseiller exécutif. C'est-à-dire que je n'oppose pas Assemblée et Conseil exécutif. Nous sommes dans la même majorité. Et par conséquent, ou nous gagnons ensemble, ou nous perdons ensemble. D'accord. OK? Et par ailleurs, en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission des finances, quand nous avons besoin des éléments d'appréciation pour comprendre, nous exerçons notre contrôle, parce que le rôle de l'Assemblée, c'est le contrôle. Quand nous devons exercer notre contrôle sur les budgets, etc., nous obtenons à la fois des services et du Conseil exécutif en charge de ce secteur les éléments pour notre... Oui, mais quand Claude Lise a besoin de changer ses rideaux, il faut qu'il fasse 3 lettres, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai. Il n'a pas de budget propre, il est obligé parfois de prendre sa carte bleue pour acheter des fleurs. Non, mais c'est ça la réalité. Non, enfin bon. Et puis, deuxièmement, concernant... PIA, par exemple, vous en pensez quoi? C'est un parti politique. Moi, je ne vois pas de divergence politique de divergence d'ordre idéologique, je dis politique, entre le MIM et PIA. Je pense que c'est une question de personne. Ok, ça devrait plaire à tous les intéressés. À mon avis, ça interdit à PIA toute tentative de cannibalisation du MIM. Là, vous les avez pétrifiés. Là. Non, mais je les observe. En français, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est ce que vous venez de dire. Non, alors, il y a des nuances dans la manière, dans les méthodes, dans l'appréciation, etc. Mais ce sont des nuances qui peuvent exister dans une même formation politique. Non, mais on a bien compris. On évolue? Oui, on évolue. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes conseiller municipal de la ville de Fort-de-France. C'est pas un scoop, mais vous êtes particulièrement sévère. Sur les derniers événements, on va dire, d'analyse
du rapport de la Chambre régionale des comptes. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous faites un parallèle entre ce qui se passe à Fort-de-France et ce qui arrive à Pointe-à-Pitre. Vous pouvez nous expliquer? Ça vous fait sourire, mais bon, Alors, je ne suis pas très au fait des détails de ce qui se passe à Pointe-à-Pitre. Ce que je sais, c'est que vous avez deux collectivités. Pointe-à-Pitre, ça paraît plus grave qu'à Fort-de-France quand même. Hein, parce que Pointe-à-Pitre, c'est 16 000 habitants, 78 millions de déficit. Hein, bon. Ouais. C'est une plus petite ville. C'est une plus petite ville. Bon. Ville que Fort-de-France, c'est 56 millions de déficit et c'est 80 000 habitants. Bon. Alors. Est-ce qu'il vous arrive, vous parliez tout à l'heure de patriotisme. Ouais. Au-delà des divergences idéologiques, etc. Est-ce qu'il vous arrive de faire preuve de patriotisme quand vous êtes au conseil municipal de Fort-de-France? Oui, je fais preuve de patriotisme en défendant les intérêts des Foyalais et du personnel. Parce que... Y compris quand les décisions viennent du maire, par exemple? Oui, parce que nous pensons... D'ailleurs, beaucoup de dossiers au conseil municipal sont votés par nous. Par vous? Bon, par conséquent, je pense, par exemple, tout ce qui est... on parle des 50 pages géométriques, tout ce qui est restitution de terres, de locaux à des Foyalais. Bon, nous approuvons, nous trouvons même que ça ne va pas assez vite. Bon. Par conséquent... Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Michel Branchy? Alors, qu'est-ce qui me chagrine? Bon, d'abord, revenons quand même un petit peu en arrière. Bon, parce que là-dessus, le maire organise le blackout et l'opacité. Bon. Dans le même temps où il critique la gestion de la CTM, il est en train de subir les conséquences de la mauvaise gestion qui date d'à peu près au moins l'année 2001. Ce que vit la ville de Fort-de-France... 2001, c'est l'arrivée de Serge Letchimy. Hein. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon vous, bien sûr. Ce qui s'est passé, à mon avis, cause numéro 1, recrutement électoraliste et clientéliste. OK? Ouais. Pour assurer les réélections et la maintien en place de l'équipe PPM. Mais attendez. Et c'est ceux qui sont en train de payer. Mais entre 2001 et 2014, quand on analyse les chiffres de la masse salariale et du nombre de salariés... Elle n'a pas diminué. Elle n'a pas diminué. Mais le nombre de salariés... Le nombre de salariés a diminué, mais la masse salariale reste la même. Elle augmente. Elle augmente mécaniquement, on va dire ça. Mais le nombre de salariés de la ville de Fort... Le nombre de salariés de la ville de Fort-de-France a diminué très fortement après le passage de Serge Letchimy. Elle a diminué un peu, mais dans le même temps, on a beaucoup recruté, et ce qui fait que, dans des catégories supérieures, ce qui fait qu'au total, la masse salariale augmente bien sûr du fait de ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire le glissement vieillesse et technicité, c'est-à-dire le fait que, comme c'est la fonction publique, les gens faisant et dans l'avancement, donc automatiquement. Mais il y a surtout le fait, c'est qu'on a recruté beaucoup d'agents de catégorie supérieure, et or, les conventions qui avaient été passées par l'État, notamment pour aider la ville à inciter les gens à partir à la retraite, c'était la condition sine qua non, c'était précisément de pouvoir baisser la masse salariale. Ce qu'on appelle le taux de rigidité. Le taux de rigidité, c'est le fait que vous avez des dépenses incompressibles dans un budget de fonctionnement. Mais le taux de rigidité a continué à augmenter. Par conséquent, et puis surtout, il y a un certain nombre d'investissements hasardeux, Périnon, etc., qui ont... et puis la poursuite, en fait, de l'endettement, pour pouvoir faire face au fonctionnement, même si on a affiché des emprunts pour l'investissement, en réalité, les emprunts d'investissement ont permis, c'est simple, comme la section de fonctionnement ne dégageait pas suffisamment de capacité d'autofinancement, on a été obligé, pour faire les moins petits investissements, d'emprunter. Donc,
la ville, en réalité, elle a utilisé les emprunts pour couvrir du fonctionnement. Et c'est ça que la Chambre régionale vient de sanctionner. Alors on peut se poser la question, pourquoi le faire en 2018, pas avant? Ça, c'est une question politique que je laisse à votre sagacité. Que vous condamnez par principe, non? Condamne quoi? Le fait que ce type de rapport vienne percuter une période électorale. Non, pas du tout. Vous n'aimez pas ça, a priori? Non, moi je ne tire pas cette conclusion. Ça risque de vous arriver, en fait, à la CTM. Pourquoi? Parce que les 2 années qui viennent, peut-être que... Bon, en tout cas, moi ce que je sais, c'est que au cas particulier, bon, j'ai lu le rapport de la Chambre régionale des comptes, le préfet a saisi la Chambre régionale des comptes à cause d'un déséquilibre au CERMAC. Ouais. Et la Chambre régionale des comptes, et probablement que le préfet n'a peut-être pas prévu le coup, j'essaie d'être soft, c'est que la Chambre régionale des comptes a dit... On sent l'effort. La Chambre régionale des comptes a dit, moi je ne peux pas examiner l'annexe d'un budget si je n'examine pas le budget lui-même. Logique. Logique, ouais. Hein? Élémentaire, mon cher Watson. Hein? Bon. Ouais. Mais dangereux, mais extrêmement dangereux. Et quand ils sont rentrés là-dedans, je résume, ils se sont rendus compte qu'on avait surévalué des recettes et qu'on avait sous-évalué des dépenses. Donc ils ont établi, et ça fait 56 millions de déficit. Voilà. Et ils donnent injonction en décembre, le 19 décembre, au maire, dit rétablissez les comptes. Mais si les comptes ne sont pas rétablis, qu'est-ce qui risque de se passer à Fort-de-France? Alors, ce qui risque de se passer, alors je passe les étapes. Bon, le maire a fait des subterfuges, il a dit que c'était pas possible, il a réuni le conseil municipal en février, puis, alors, fait exceptionnel, la Chambre régionale a pris un deuxième avis. Et elle a dit, bon, vos arguments comme quoi je ne peux pas rectifier le budget, corriger le budget, ils sont faux, ils sont juridiquement faux. Maintenant, puisque vous n'avez pas fait, je demande au préfet de régler le budget. Et là, on en est là. On en est là. Donc, à l'heure actuelle, au dernier conseil municipal, concernant le maire a présenté les orientations budgétaires, il a présenté une esquisse de budget. Bon, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on lui a posé la question, il dit le préfet est en train de régler le budget. Et voilà ce qui va se passer. Et là, on est convoqué pour un conseil municipal bientôt. Bon, alors, on va voir ce que va faire le préfet. Alors, le préfet peut très bien ne pas, à mon avis, ce que je souhaite pour Fort-de-France. Néanmoins, c'est là que va jouer mon patriotisme. C'est d'éviter la mise sous tutelle. Non, moi je pense que la mise sous tutelle est nécessaire parce qu'ils ne vont pas faire ce qu'il faut. Mais ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on étale le rétablissement sur plusieurs années, parce que sinon, on va étrangler. C'est pas le maire qui va être... Il faut y aller. Ou alors, on sera obligé d'augmenter les impôts. OK? Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut que, là où le maire a parfaitement raison, et ça rejoint une critique que nous avons faite ensemble pour la question des collectivités locales, c'est qu'il faut que la République française reconnaisse que les collectivités d'outre-mer sont sous-dotées. Il y a un droit. Ça, c'est pas à gagner, quoi. Ben oui, mais objectivement. c'est un combat politique. Mais Michel Branchy, il y a une interrogation très rapidement que peut-être nos téléspectateurs se posent et que je partage. Vous datez un certain nombre de pratiques et de dérives clientélistes à 2001, mais peut-être que nos téléspectateurs se disent, mais est-ce qu'il en a la preuve, quoi? Est-ce qu'il a les preuves qui correspondent à ce qu'il a dit? La preuve, d'abord, c'est ce que... Michel Branchy, je suis désolé de vous interrompre, je vais devoir vous laisser. Ah bon? Pour des raisons professionnelles. Donc je laisse le pilotage de l'émission, comme c'est le cas depuis le début, à Mike Irask, et je vous salue. Bon. À très bientôt. Très bientôt. Mais l'émission va durer combien de temps encore, là? On en a encore pour quelques minutes. Quelques minutes, d'accord. Oui. Alors, je salue Eddy Marajo. Merci de m'avoir interrogé. Merci, Eddy. Et de m'avoir mis sur le grille. Je ne vais pas achever la cuisson, enfin, je vais essayer. Je vais essayer. Alors, il n'y a pas de problème. Vous me disiez. Alors, je disais, vous me demandiez pourquoi on date ça Est-ce que vous avez des preuves, déjà? C'est que nous avons par nous-mêmes, parce que avant même que je sois élu, Francis Carole m'avait consulté, on avait étudié les budgets, on avait vu qu'il y avait des difficultés. Et on s'était rendu compte, notamment de... La première chose qui nous a frappé, c'est la croissance rapide de l'endettement, à partir de 2001. OK? Bon.
on était en gros. En 2001, on était à 150 millions d'euros. Et maintenant, nous sommes à 230 millions. On a accru l'endettement. Bon. Et il y avait déjà, la sonnette d'alarme était déjà tirée. En 2010, la Chambre régionale des comptes a fait un rapport, premier rapport, où elle dénonce, l'opacité des comptes, okay. Elle dénonce un certain nombre de dérives de pratiques budgétaires, notamment le fait d'inscrire, par exemple, en investissement des dépenses, des travaux de régie, qui, pour certains d'entre eux, pas tous, pour certains d'entre eux, qui devraient être inscrits en fonctionnement. Bref, et puis, ils pointent le problème de la masse salariale. Bon, ils disent, voilà, je ne sais pas si c'est ça de mon chapeau, ils disent, la masse salariale, on a mis des gens à la retraite, mais la masse salariale ne diminue pas. Bon, donc, attention. Et ce rapport de 2010, c'était prémonitoire. Et puis là, en 2019, ils reviennent à la charge. Donc, la véritable raison, c'est qu'il y a eu une accélération de ce nombre de dérives budgétaires qui date de cette époque. Voilà. Mais est-ce que l'argument qui en plus correspond à une réalité, qui est celui, et qui est invoqué régulièrement par Didier Laguerre notamment, qui est celui d'une baisse des dotations de l'État, est-ce que c'est objectivement là encore un argument qui vous semble pertinent dans la lecture des difficultés financières de la ville, ou est-ce qu'il est, selon vous, plutôt à la marge? Objectivement, la baisse des dotations budgétaires, notamment celles qui ont été opérées à partir de 2013-2014, sous la présidence de François Hollande, oui. Elle a été générale pour l'ensemble des collectivités de la Martinique. Mais s'agissant de Port-de-France, ça frappait une ville qui était déjà en fragilité financière. Ça a accentué les phénomènes. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Et il faut dire la vérité, c'est que la loi de programmation budgétaire Macron de janvier 2018, qui plafonne les dépenses de fonctionnement, qui limite, qui oblige les collectivités à se désendetter. N'oublions pas que la ville de Fort-de-France avait une capacité de désendettement de 150 ans. Ouais. Et qu'on leur a dit, monsieur, retournez à 12 ans. Okay. D'un seul coup. D'accord. Bon, par conséquent, cette loi Macron, que nous avons été à l'initiative au conseil municipal d'une motion pour protester, que cela attentait à la libre administration des collectivités locales. Bon, par conséquent, et pendant des années, sous la présidence Hollande, par alliance politique, le PPM a dit non seulement ils n'ont pas protesté, mais nous devons contribuer au redressement des finances de la France. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes pris au piège. Bon, alors la réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la situation des collectivités d'outre-mer résulte. Ça n'exclut pas la mauvaise gestion de telle ou telle collectivité. Mais c'est vrai que la politique de baisse des dotations des collectivités locales qui vient de France, mais elle vient de plus haut. Elle vient de l'Europe. Ouais. C'est le fameux respect du fameux dogme que le déficit de 3%. Or, les dépenses en matière de budgétaire, en matière de santé, en matière de justice, en matière d'éducation, ça alimente l'activité et le pouvoir d'achat. Donc, c'est une aberration sur le plan économique. Et c'est pour ça que je suis sur une liste où on dit qu'il faut arrêter avec cette politique et utiliser la Banque Centrale Européenne pour faire un fonds d'investissement qui pourrait être utilisé pour toute l'Europe, y compris pour les DOM, un fonds d'investissement avec des prêts à taux zéro. Michel Branchi, alors, on l'a vaguement évoqué dans cette émission, mais il y a des échéances municipales en 2020 et ça arrive de plus en plus vite. Est-ce que vous serez à nouveau, on sait que vous êtes un soutien fidèle là aussi de Francis Carole, oui. Est-ce que vous serez à côté du fort probable candidat Carole en 2020 ? Est-ce que vous allez de nouveau mouiller le maillot ? Non, je n'ai pas encore fait de choix en ce qui me concerne. Je dirais que... Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que je ne prendrai pas 2 mandats. D'accord. Alors, je serai obligé de choisir entre soit la collectivité territoriale, soit... Alors, le mandat municipal me paraît être le mandat le plus intéressant, parce que nous parlions d'action dans l'immédiat, etc., etc. Ouais.
et puis au plus près des citoyens. Et puis on a beau dire qu'on le veuille ou non, le maire, c'est d'ailleurs l'élu le plus apprécié d'une manière générale. Et puis ça demeure une des élections en Martinique notamment où les gens continuent plus ou moins de se déplacer, quoi, oui, même si l'abstention est là encore présente. Tout à fait. Alors je n'ai pas encore choisi. Vous n'avez pas encore choisi? Non. D'accord. Est-ce que toutes ces considérations financières, budgétaires, est-ce que véritablement ce sont des arguments qui parlent à l'électorat foyalais? Non, pas nécessairement. Et ça, vous l'expliquez comment? Peut-être cette absence justement de porosité, pour reprendre un mot que vous avez employé tout à l'heure, de l'électorat foyalais dans le choix, dans ses choix le jour de l'élection, en fait. Non. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est de montrer en quoi les difficultés financières d'une commune peuvent se traduire dans la politique d'aménagement en matière de services publics. Le service public, c'est les écoles, c'est la cantine, c'est les aides sociales, c'est les subventions aux associations. Très concrètement, c'est ce qui se passe à Fort-de-France. Bon, on est obligé de baisser. Bon, c'est les marchés publics, c'est les travaux, c'est l'entretien des routes. Donc, très concrètement. Et puis c'est la fiscalité. Parce que les dettes d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Donc, très concrètement, ça, au cours d'une campagne électorale, faites-nous confiance, on va expliquer ça. Oui, ça, je suppose. On va expliquer au foyalais. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe à Fort-de-France, ça peut se traduire par la baisse du service public que les citoyens sont en droit d'attendre de leur collectivité. Donc, effectivement, et la non-baisse des impôts locaux. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'il a ajouté, Macron? Il va supprimer la taxe d'habitation. Alors, Fort-de-France, c'est 16 millions. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Fort-de-France? Ils sont obligés d'augmenter la taxe foncière. Sauf si... Alors là, nous sommes derrière le maire pour obtenir que le gouvernement donne, d'une manière générale, aux collectivités martiniquaises, aux collectivités d'outre-mer, ça c'est le rôle en tant que militant communiste, membre du Parti communiste, donner aux collectivités les moyens de satisfaire les besoins de la population. Bon, et particulièrement à Fort-de-France. Ça, c'est un combat sur lequel nous sommes prêts à mener ce combat. Votre engagement patriotique pourrait se situer là, quoi. Et on n'a pas le droit dans des pays. Nous sommes des pays sous-développés, disons mal développés. Mal développés, l'expression pourrait choquer. Oui, mais du point de vue de l'analyse économique, nous sommes des pays, disons, en certains côtés sous-développés. Nous avons et surtout mal développés. Bon, avec des déséquilibres structurels, etc. Je ne reviens pas sur le commerce extérieur et compagnie, la production. Bon, et puis le taux de chômage, le taux de pauvreté. Toutes les crises que vous avez évoquées tout à l'heure. Mais ceci dit, nous sommes quand même des pays dont la situation de dépendance économique résulte de ce que j'appelle, moi, toujours le système néocolonial. Par conséquent, et puis bon, puisqu'on parle de réparation, nous sommes au mois de mai, bon, les crédits que donne la France, c'est pas un cadeau, c'est la réparation de l'exploitation coloniale. Pour vous, ça s'inscrit bien sûr, ça s'inscrit dans ça. Je ne suis pas dans la mendicité. Je pense que la France a un devoir à l'égard de ses peuples, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc., de remplir ses obligations. Michel Branchi, on se dirige vers la fin de cette émission. Avant qu'on passe à la présentation notamment du dernier numéro d'Antia, et je vais aussi vous interroger peut-être sur vos lectures du moment, ou si vous avez une lecture à conseiller à nos téléspectateurs et téléspectatrices, on va y venir. Vous avez évoqué tout à l'heure avec une certaine gravité un certain nombre de crises qui sont presque en veille de manière quasi permanente en Martinique, crise sociale, crise morale, etc., crise économique. Est-ce qu'une de ces crises vous semble plus prégnante ou plus urgente à traiter que d'autres? Ou est-ce qu'il s'agit d'un tout qu'il faut affronter dans sa globalité? Moi, je pense que la crise, une des manifestations de la crise, c'est la violence. C'est cette violence qui s'exprime sur les braquages, etc. Mais elle découle de la situation économique. Okay.
Oui, tout est imbriqué, tout est lié, quoi. Bon. Et puis la crise morale, c'est le fait que, bon, les valeurs de respect, comment dirais-je, de respect d'autrui, d'éducation, etc. Bon, le sociologue, comment s'appelle, La Fontaine, avait expliqué que il s'était produit pendant les années de la départementalisation, entre 1946 et les années 80, et même 90, il y a eu une rupture, notamment les années Bidon. Et qu'il y a eu une génération qui n'a pas pu transmettre aux générations suivantes un certain nombre de valeurs. Avant, ça se faisait dans les familles. C'est une des explications. Il y a aussi l'influence de ce qui se passe dans le monde. Bon, la Martinique n'est pas isolée du monde. Bien sûr. Bon, par conséquent, et moi je pense que c'est surtout ça. Et d'où le fait que nous avons, insisté beaucoup au sein de la collectivité, avec Francis Carole, de ne pas considérer les dépenses sociales comme des dépenses, comme un fardeau, mais comme non seulement une obligation morale, mais un moyen de réarmer le pays de façon à ce qu'il soit capable d'affronter les changements qu'il doit opérer pour résoudre ce problème. Donc cela, c'est une... quand on... Et puis, bon, nous sommes obligés de faire face au vieillissement, avec les EHPAD. Nous sommes obligés... Au départ des jeunes aussi. Par les jeunes. Bon, par conséquent, par exemple, ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont sans éducation, sans diplôme, etc., au chômage, en décrochage scolaire, etc. Bon, nous avons cette tâche, nous devons nous l'affronter. Et à toute inclusion, il utilise les fonds sociaux européens. Donc, nous essayons dans le cadre tel qu'il est, on revient à ce qu'on disait, on ne va pas dire, on va pas attendre qu'on aura le 74. Dans le cadre tel qu'il est, nous utilisons les outils que nous avons, mais nous essayons de les adapter et de concevoir des mécanismes qui nous soient propres. Très bien. Alors, on se dirige vers la fin de cette émission avec la traditionnelle présentation. Et vous direz un mot aussi sur le contenu du dernier numéro de Justice. La présentation du dernier numéro d'Antilla, qui est consacré notamment au musée de Saint-Pierre, au nouveau musée de Saint-Pierre, qui a été inauguré de façon... il y a à peine quelques jours et qui, effectivement... vous aurez, j'espère, l'occasion de vous y rendre et de le découvrir ou de le redécouvrir, qui n'a vraiment rien à voir avec le bâtiment existant et qui propose vraiment une immersion et un parcours dans cette séquence historique extrêmement importante de notre histoire collective martiniquaise. Également un mot dans ce numéro d'Antilla sur les problématiques de la chlordécone, avec la mobilisation notamment à la Chambre d'agriculture, qui déplore un certain nombre de dispositions prises par l'État quant au financement de certains programmes pour l'analyse des sols notamment, etc. Alors, hormis la place accordée à votre candidature sur cette liste du PCF, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la dernière livraison de l'historique? Rappelez-nous son âge. Alors, Justice on se dirige vers Justice, le 8 mai dernier, Justice a atteint 99 ans et on se dirige vers le 8 mai 2020. Parce que Justice le premier numéro de Justice est né le 8 mai 1920. Donc, le 8 mai 2020, la Justice aura 100 ans. Aura 100 ans. Donc, c'est un âge respectable. Ah oui, plus que respectable, c'est vraiment une performance collective à saluer. Alors, hormis cette prégnance et cette présence de l'échéance européenne, qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme actualité saillante dans cette nouvelle livraison? Alors, nous avons rendu compte de la grève des pompiers, qui entre-temps s'est terminée, puisqu'il y a eu un protocole. Nous avons rendu compte également de la conférence de presse de la Chambre d'agriculture concernant la question du plan de chlordécone 4. Et puis, nous avons rendu compte également de l'enquête. Alors, une enquête qui me paraît intéressante, c'est l'enquête BMO annuelle, besoin en main-d'œuvre. Alors, c'est une enquête que fait Pôle emploi et demande aux chefs d'entreprise leurs intentions d'embauche au cours de l'année. Alors, je dis le résultat principal qui nous paraît
en tout cas intéressant, même si des intentions d'embauche ne sont que des intentions d'embauche. Bien sûr. Bon, c'est une augmentation quand même par rapport à l'année précédente de 2018 de 9,3%. Et surtout, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il commence à avoir un frémissement. Il y a beaucoup d'intentions d'embauche dans la construction. Donc, ce qui laisserait entendre que... Bon. Et puis, alors, il y a une page, bien sûr, sur la situation en France. Bon, nous avons beaucoup d'articles concernant l'Amérique latine et la Caraïbe, notamment on met l'accent sur l'application du chapitre 3 de la loi Helms-Burton qui en fait vise à autoriser des Cubains qui ont été dépossédés de leurs biens lors de la Révolution en 1959 d'attaquer et de sanctionner les entreprises qui feraient du commerce avec notamment des entreprises cubaines qui ont été nationalisées par le pouvoir cubain. Très bien. Même l'ONU condamne ça, l'ONU ainsi que l'Union européenne. Très bien. Encore une fois, un sommaire extrêmement riche et éclectique à découvrir toutes affaires cessantes. Alors, mesdames, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Eddie et moi, on va se rattraper la semaine prochaine en termes de traditions à respecter en vous présentant un certain nombre d'ouvrages que nous vous conseillons. Mais vous, Michel Branchi, est-ce que vous trouvez le temps, dans votre emploi du temps extrêmement chargé et rigoureux, de lire? Et si le cas échéant, est-ce que vous auriez un livre, récent ou pas, à nous conseiller qui vous aurait particulièrement plu ou marqué? J'ai lu un petit livre intéressant de Guy Lordino. Ok. Guy Lordino qui a écrit un livre sur son père, Rifford Lordino, qui fourmille d'anecdotes. D'accord. Et il se trouve que, jeune militant communiste, une des premières réunions que j'ai faites, je l'ai faite à Paris, chez Rifford Lordino, qui était directeur d'école et président d'une SICA agricole. Donc, je conseille la lecture de ce petit livre parce qu'il écrit d'une plume extrêmement alerte et surtout avec des histoires qui sont extrêmement succulentes. Et c'est sans doute un bel hommage rendu à son père. Voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, cette émission arrive à son terme. Merci une nouvelle fois de votre fidélité pour cette nouvelle édition. Michel Branchi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir cuisiné. Et voilà, merci à vous pour le rythme et la précision des réponses que vous nous aurez apportées ce soir. Merci. Chers téléspectateurs, passez une bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.